Salut à tous, épisode 13 avec les New York Knicks. Alors on est en plein dans les playoffs 2020 et on est même encore un peu mieux que dans les playoffs 2020, on est en finale NBA. Et à l'épisode précédent, on a vu donc qu'on avait réussi à attraper le premier match là contre les Warriors, ce qui était déjà plutôt une bonne performance. On a l'avantage du terrain, hein, ça s'est joué à pas grand chose, on a une victoire de plus que en saison régulière, donc deuxième match toujours à New York. On voit que ce deuxième match est plutôt pas trop mal parti. Ça sent la victoire. Et oui, c'est une victoire. C'est donc 2-0 pour les Knicks dans cette finale. Donc plutôt pas trop mal parti. Et puis on va continuer à s'incaster. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je m'étais dit que je ne jouerai que s'il y a un match 7. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. 2-1 donc pour les Knicks. Quatrième match. Celui-là donc, il est du côté des Warriors. C'est une égalisation à 2 partout. Ah, mince. Ron Baker indisponible jusqu'à la fin de l'année. Alors, je vais dispatcher un petit peu ces minutes entre... essentiellement, je vais en donner à Courtney Lee. Je suis obligé, parce que sinon, je vais quand même pas donner 18 minutes à Dodson. Hein. Donc, en fait, les minutes, on va dire, sur les postes 1 et 2, elles sont comblées par Chalmers, par Dodson et par Lee. Donc, c'est vrai que là, je peux vous concéder que c'est pas la panacée. Bref, il semblerait qu'on soit pas trop mal parti dans ce game 5. Oui, c'est une victoire donc. On mène 3-2, donc c'est plutôt pas trop mal. Hein, 3-2. On menait 2-0, on mène 3-2. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est une égalisation. Ok, on a notre match 7. Alors, on est en finale NBA. Il y a un match 7. Je vois pas trop comment je pourrais faire pour ne pas être tenté de le jouer. Alors, on va essayer d'arborer notre joli maillot bleu. Voilà. On a le droit à une petite bande-annonce plutôt rigolote. The opportunity to win the ultimate prize in a series that will go the distance. They must bring all they can muster against the Golden State Warriors. Game 7 of the NBA Finals. Voilà, donc alors c'est parti. On va voir un petit peu comment s'est passé ce match. Alors, j'ai essayé de choisir des moments significatifs. Hein. Il est évident que je ne l'ai pas mis dans son intégralité, parce que sinon c'est un petit peu long et c'est un petit peu peut-être rébarbatif. Alors, le tout début est plutôt à notre avantage, avec ce magnifique 3 points d'entrée de Porzingis. On voit qu'on, dans ce premier quart-temps, regardez, vous voyez, je vais en aide, et oh là, il y a un contre qui est quand même absolument monumental, malheureusement. Comme souvent dans Touquet, derrière un contre, ou même derrière une interception quasiment réussie, alors le contre il est réussi lui, hein, mais vous avez très fréquemment récupération de l'adversaire et chance quasi maximale de réussir le panier. Donc c'est pas cool. C'est pas cool, mais bon voilà, on a l'habitude. On est même plus choqué par ce genre de truc. Derrière, voilà, une aide encore une fois. Hein. Je suis vraiment obligé de naviguer avec Pau Gasol parce que sinon les backdoors ou les combinaisons, voire même parfois les écrans dans lesquels mes joueurs sont ventousés, rendent quasiment le jeu impossible face aux Warriors. Du coup, bon, il faut essayer de voir. Moi, j'ai choisi en tout cas le parti de contrôler souvent Gasol, mais pas tout le temps. Hein, pas tout le temps. On voit que donc le début plutôt à notre avantage. On a réussi quelques jolies défenses, mais il y en a un
qui est en train de commencer à prendre feu. C'est monsieur Kevin Durant. Alors, on va quand même réussir là dans cette fin de carton. On a quand même plutôt l'opportunité, même si là Livingstone se régale. Je déteste encaisser des pull-ups comme cela, parce que je trouve que le taux de réussite est totalement abusé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent oui, dans 2K19, le jeu est parasité par l'abusive réussite à 3 points. Mais moi je rétorquerais que c'est pas tant la réussite à 3 points qui m'embête. Donc là on voit qu'il y a une super intervention de Porzingis. C'est pas tant la réussite à 3 points moi qui m'embête, mais plutôt la réussite totale en pull-up. Voilà. Pour moi c'est vraiment très très gênant. Parce que en termes de réalisme, là pour le coup tout fout le camp. Alors que on sait qu'en NBA il peut y avoir des équipes qui peuvent avoir des accès d'adresse. Il suffit de regarder le début de cette saison 2018-2019 dans laquelle on s'aperçoit, alors que les pertes de balles là ça commence à être un petit peu lourd. Hein. C'est un petit peu lourd, surtout que derrière on se réorganise mal en défense et on se fait totalement assassiner par Kevin Durant. Il y a vraiment ce problème pour moi des pull-ups. En NBA réel, si un mec tourne à 40, 42, 44% en pull-up, déjà on considère que c'est super quoi. Et là c'est 80, 90%. Donc moi ça me dérange beaucoup plus que les décalages entre la réussite. Vous voyez là heureusement il y en a un qui a raté, c'est Quinn Cook. Mais honnêtement vraiment c'est gonflant. Et pour autant, voilà, encore une fois, une contre-attaque. Alors, ça c'est la règle numéro 1 face aux Warriors. Les contre-attaques, tu stopperas sous peine de nombreux paniers dans les dents de prendre. Voilà, et puis moi je m'en prends plein dans les dents. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont en réussite totale. Ils vont être, vous allez voir, je vais vous montrer après le pourcentage de réussite sur ce. Alors que là, on est ouvert, quoi. On est ouvert, Jimmy. Le pourcentage des Warriors à 3 points là sur cette première mi-temps aura été littéralement dégoûtant, puisqu'ils sont à 6 sur 7. Bon, très bien. Mais moi je l'accepte à la limite, parce que on peut avoir comme ça un moment de chaleur. C'est à bien distinguer du fait que les pull-ups, eux par contre, rentrent à 80-90%, et ça c'est tout le temps, dans chaque match. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je distinguerai l'adresse ponctuelle de l'adresse globale. Regardez le nombre de ballons qu'on a perdus. Alors, il y en a un qui a été particulièrement mauvais. Vous allez me dire, tu découvres ou quoi? C'est Mario Chalmers. Il a été lamentable, il s'est fait piquer au moins 2-3 ballons. Mais même Nelikina à des moments s'est fait surprendre. Et là, regardez-moi ça. Là, ça c'est un truc qui m'a tué. C'est interception. Et également aussi, on a concédé un nombre de rebonds offensifs à l'adversaire, mais juste écœurant, hein, juste écœurant. Alors évidemment, à l'arrivée, on est à moins 10, quoi. C'est pas évident. Et encore là, Jimmy nous ramène à moins 7, heureusement, il a quand même pas raté celui-là, le shoot ouvert. Derrière, regardez, encore un rebond offensif signé Draymond Green, alors que il y a Gasol, il est là, il a qu'à tendre le bras. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, il y a un backdoor somptueux, très mal défendu par Lee, mais sommes-nous surpris? Ne serait-ce pas l'impact déjà de cette blessure de Baker qui était tout Baker qu'il est, c'est-à-dire pas un phénoménal joueur, mais il était au moins peut-être plus vigilant en défense. C'est une catastrophe. Ils sont en train de nous faire une orgie à 3 points et à marquer un nombre de points en contre-attaque, mais contre lequel je ne peux strictement rien. Et puis c'est marrant parce que à mesure que l'adversaire a une réussite de ouf, hein, franchement faut le dire, hein, eh bien nous offensivement, notre jeu il a tendance un peu à s'étioler. Serait-ce mental? Le mec qui tient la manette, qui commence à craquer. Non, je rigole, mais
il y a vraiment voilà, eu une réussite phénoménale sur ce match. Regardez bien l'écran posé par Draymond Green. Désolé, mais ça s'appelle un écran mobile. Hein. Voilà. Ça s'appelle un écran mobile parce que quand on pose un écran, eh bien normalement au basket, on n'a pas le droit de bouger, il bouge. Écran mobile, non sifflé, mais c'est fréquent, hein. C'est fréquent. Là, panier totalement improbable. Dans la réalité, Jordan Bell, pour qu'il mette ce panier, je vous fais pas un dessin. Mais bon, allez, ça c'est anecdotique, hein, parce que on est dans un jeu, hein, on est dans un jeu. Hop, un petit fadeaway de Livingstone. Bon, je crois qu'on a tous compris ce qui s'est passé. Regardez cette fois-ci, encore un écran. C'est presque le même, hein. C'est presque le même, sauf que celui-là a été sifflé. Mais moi, j'en ai plus rien à faire qu'on me siffle les écrans mobiles quand je suis mené de 15 points et qu'il reste une minute. Hein. J'aurais préféré qu'on me le siffle avant. Bref, il s'agit pas du tout d'être mauvais perdant. C'est pas du tout l'objet de mes remarques. Les Warriors ont été plus forts. Et puis nous, eh ben, il va falloir qu'on revienne. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Bravo les Warriors. Une adresse phénoménale. Hein. Kevin Durant qui a été stratosphérique pendant toute une partie du match. Après, il n'a même plus pris de shoot parce que c'était pas la peine en fait. C'était pas la peine. Donc voilà. Après, c'est Klay Thompson qui a pris feu. Et puis, on a eu aussi un épisode avec Steph Curry. Donc ça va. Tout le monde a été servi. Il n'y a pas de jaloux. Ben voilà. Il semblerait que donc ils aient enchaîné avec un nouveau titre de champion. Alors nous, ça nous donne quand même des obligations. C'est d'essayer de peut-être se renouveler et peut-être aussi d'essayer de fonder un nouveau collectif. Hein. On voit qu'ils auront été donc à 9 sur 12 à 3 points. Les points en contre-attaque, 24-7. Je pense que quand on sait ces deux choses-là, on n'a même plus besoin d'en discuter de ce match. C'est juste que, bah voilà, il n'était pas pour nous, et puis c'est tout. Voilà, il n'était pas pour nous. On a donc perdu en finale, ce qui en soi n'est pas un résultat honteux, avec de belles performances de Porzingis, Butler, Gasol. Voilà, alors on est donc à, à la bord de l'intersaison. Et dans cette intersaison, alors qu'on voit donc le match stratosphérique de Kevin Durant, on voit que ça a vraiment été voilà, de belles contributions des uns et des autres. Même Jordan Bell a fait son gros match. Là, la nécessité maintenant, c'est de se poser les bonnes questions, de savoir un petit peu ce que je vais faire avec cette équipe, et puis voir quelles sont les possibilités d'upgrade qu'on peut avoir. Alors, je regarde toujours qui part à la retraite. J'ai vu KCP qui partait à la retraite. Je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Donc KCP, je vais le retenir une année. On va également, dans le même registre, retenir une année Scott Brooks. Voilà. Hein. Mais sinon, je laisse faire. Tony P a pris sa retraite. Les réunions ne débouchent sur rien. Vous savez qu'on peut, si on veut, faire voter ce qu'on a envie de voter. Hein. Mais moi, je laisse faire les choses comme ça. Voilà. Oh, tiens, c'est les Pelicans qui ont le meilleur, le pick numéro 1 là pour l'été 2020. Ils ont dû vraiment avoir des blessés, des problèmes parce que malgré Anthony Davis, avoir le dernier bilan peut-être ou un des derniers bilans de la ligue, c'est quand même pas terrible. Après, on va s'occuper, on va renouveler tout simplement notre directeur financier et puis au-delà du directeur financier, il y a quand même un truc, c'est que Fisdale, je vais être franc avec vous, il m'a saoulé en fait. Voilà. Fisdale, il m'a saoulé. D+, C-, C en potentiel, je le vire. Franchement, je le vire. Voilà. Désolé, j'ai tenu que 2 ans, mais je le vire. Et puis on va essayer de miser sur un petit jeune. Un petit jeune, en tout cas un jeune retraité. On va miser sur Vince Carter, B+, C+, avec un potentiel A+. Peut-être le mec, dans 3-4 ans, il a B et A, hein. A et B. Hein. Enfin, ça peut être vraiment pas mal.
Après, il y a aussi quelqu'un avec qui je vais m'impatienter, c'est le préparateur physique, parce que B, c'est pas terrible quand il y a un mec comme Sean Navarro qui est sur le marché avec un A. Je vais prendre Navarro, hein, tant pis. Voilà, on renouvelle un petit peu notre staff là, pour moitié, en tout cas, pour un tiers en fait, hein, parce que Jordan Malone était déjà là. On renouvelle. Et puis maintenant, ben, petite recherche. Petite recherche, parce que je me pose vraiment des questions sur le poste 5. De toute façon, c'est simple. C'est soit je fais encore une année avec Marc Gasol, soit j'essaie d'être agressif et de faire quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai l'impression, surtout qu'il n'est pas content, Anthony Davis. Il lui reste juste une année de contrat. Hein. Vous avez vu la recherche que j'ai faite. Hein. C'était sur des mecs qui avaient 0 ou une année de contrat restante. Il y a Al Horford aussi, qui pourrait me tenter, mais lui, il est free agent. Il peut coûter pas trop cher. Je vais quand même tenter le coup. Je vais essayer de lâcher ce que je peux lâcher. Je vous avais dit que peut-être je ferais exploser. C'est ce que je m'apprête à faire. Alors d'abord, on se débarrasse des choix, parce qu'on avait des choix qui étaient 28, 38 et 44, ou 42, enfin... Moi, je n'ai rien à faire avec tout ça, parce que on est sur une draft qui est, comment dirais-je, randomisée, hein, au niveau de ces joueurs-là. J'ai pas scouté suffisamment cette année. Je le fais souvent, mais là, j'ai pas scouté trop. Bon, je me suis défait de ces choix-là et j'ai pris d'autres choix en échange pour les années futures. Donc, suite à ça, ben, ce qui nous attend, c'est des options joueurs. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, je vais activer toutes les options parce qu'il m'est venu une idée derrière la tête et que pour la réaliser, évidemment, j'ai besoin d'avoir des monnaies d'échange. On voit que tout le monde a accepté, hein, ces options. Oui, une monnaie d'échange parce qu'en fait les Pelicans sont ouverts à un transfert. Ils sont ouverts à un échange qui inclurait Anthony Davis. Donc moi je vais me jeter sur l'opportunité. Je vais proposer Gasol, je vais proposer Butler, JaMychal Green, Ron Baker. Eux, je vais les délester de Melo et Wes Matthews. Et puis, il faut trouver un troisième larron, parce que moi, je ne veux pas accueillir Carmelo Anthony ni Wes Matthews. Donc, pour faire marcher tout ça, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. J'ai mis pas mal de temps à le trouver, ce trade. Josh Richardson me paraît être un joueur relativement idéal pour notre équipe. Il aurait à ce moment-là, évidemment, le poste 2, hein, pas le poste 3. Et ainsi, nous nous retrouverions avec un 5 majeur vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Donc, après de longues négociations, je vous fais pas un dessin, on a trouvé un accord, on a lâché du tour de draft. C'était vraiment un trade dont les Pelicans, j'ai envie de dire, quasiment ne sortent pas vraiment trop perdants, même s'ils ont perdu le meilleur joueur du trade, mais en tout cas le hit n'est pas super perdant, ça va. Les Pelicans, à part le fait de perdre Anthony Davis, mais ils n'allaient pas re-signer, hein. Donc à un an de la fin de son contrat, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Et puis nous, on a une année pour convaincre Anthony Davis de re-signer chez nous, ce qui n'est a priori pas tout à fait évident. Voilà. Donc la base sur laquelle on peut s'appuyer à ce stade-là, c'est une base de 6 joueurs. Je vais m'empresser de évidemment supprimer tous les cap hold parce qu'ils correspondent à des joueurs qu'on ne souhaite pas conserver. Oui, c'est le grand ménage, hein, cet été à New York. Autant j'avais essayé de jouer une certaine continuité l'été d'avant, autant là j'ai vu trop d'insuffisance, et notamment par rapport au banc, et puis malheureusement Marc Gasol, que j'adore, a pris une année, ne va certainement plus progresser, loin s'en faut, mais
j'ai envie de peut-être me donner les moyens de peut-être avoir une forme de petite dynastie sur les années qui suivront. Voilà. Donc, bien écoutez, évidemment qu'on va pas prolonger Dodson, on va pas leur offrir non plus de qualifying offer à Ryder. Et puis, en fait, on va se retrouver donc à l'heure actuelle avec très exactement 6 joueurs et 23, plus de 23,6 millions de dollars dont on peut totalement disposer pour compléter notre équipe. Donc je vais réfléchir un petit peu, je vais faire avancer tout ça, puis on se retrouvera dans l'épisode 14 pour la suite, parce que je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause et prendre le temps de réfléchir. Il nous faut muscler notre banc. Il faut que nous ayons 8 à 9 joueurs dans une rotation qui soit particulièrement homogène, je dirais. Homogène. Donc j'aimerais vraiment arriver à trouver, là il nous manque 2 à 3 pièces très importantes. Voilà. À très bientôt, bye bye.